Le télétravail permet de gagner sa vie en restant chez soi. Mais dire ça, ça suppose que quelqu'un vous paye, vous envoie de l'argent après que vous ayez fait le travail. Et pour que cette personne vous paye, il y a deux solutions possibles. C'est soit que vous soyez salarié, soit que vous soyez indépendant. Alors, si vous êtes salarié, aucun problème, vous avez une feuille de paye à la fin du mois et vous avez votre salaire comme un salarié ordinaire. D'ailleurs, il y a beaucoup de salariés maintenant qui font du télétravail 1 ou 2 jours par semaine, donc ça ne change rien. Mais votre cas est différent puisque vous n'êtes pas salarié et vous allez travailler pour quelqu'un qui doit vous envoyer de l'argent. Alors pourquoi vous allez devoir créer une entreprise? Eh bien, vous allez devoir créer une entreprise parce que si vous ne le faites pas, premièrement, c'est illégal, c'est du travail noir en fait, c'est du travail dissimulé. L'entreprise qui vous envoie cet argent, eh bien, risque des ennuis parce qu'elle vous donne du travail sans vous avoir déclaré comme ça. La deuxième raison, et ce qui fera que ça ne se produira pas, c'est que l'entreprise a besoin d'une pièce comptable. Alors cette pièce comptable, quand on est salarié, eh bien, c'est la feuille de paye. Mais quand on n'est pas salarié, la seule pièce comptable qui puisse faire l'affaire, c'est une facture. Et donc, vous devez envoyer une facture à votre client pour qu'il puisse vous régler. Et cette facture, eh bien, vous n'avez pas le droit de la créer si vous êtes un particulier. Vous ne pouvez créer une facture que si vous êtes une entreprise. Et donc, il va falloir que vous deveniez une entreprise. Alors, il existe de nombreuses formes d'entreprise. Laquelle choisir? Alors ma première réponse, c'est de vous dire que ça n'a aucune importance parce que ce qui compte, le plus difficile, c'est de faire quelque chose d'utile et de trouver les clients qui sont prêts à payer pour votre travail. La forme juridique, finalement, est très accessoire. Mais autant faire les choses intelligemment, autant faire les choses bien et choisir le bon statut pour votre entreprise. Parce que vous avez beaucoup de possibilités différentes et autant prendre la bonne solution. Alors, la première distinction qu'il faut faire, c'est entre les entreprises individuelles et les sociétés. Les sociétés, vous en connaissez certainement un certain nombre. Il y a la société anonyme, la SA, ou la SARL, la société anonyme à responsabilité limitée, ou l'EURL, l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée. Toutes ces sociétés sont des solutions possibles pour pouvoir faire du télétravail. Je connais un certain nombre de personnes qui sont en SARL ou en EURL. En SA, c'est plus rare, mais ça peut arriver. Alors c'est une mauvaise solution. Pourquoi? Parce que c'est des... Alors encore une fois, c'est possible, hein, c'est pas interdit, bien sûr, mais ce n'est pas la meilleure solution à mon sens, parce que ce sont des solutions lourdes, complexes. Parce que ces structures, qui ont vraiment leur utilité dans un certain nombre de situations d'entreprise, sont beaucoup trop compliquées pour vous dans votre situation. Vous êtes tout seul chez vous et vous n'avez pas d'investissement. Alors faisons un tout petit peu d'historique. Les sociétés anonymes, elles sont adaptées quand on a des grands projets, qu'on a besoin de beaucoup d'argent pour pouvoir mener à bien ces projets et que bien sûr on n'est pas tout seul à amener cet argent. L'exemple que j'aime bien prendre, c'est pour construire une ligne de chemin de fer entre Paris et Lyon au XIXe siècle, eh bien il fallait acheter tous les terrains agricoles entre Paris et Lyon, ensuite les déboiser, les aménager pour qu'ils soient bien plats comme il faut, mettre des rails, construire des gares, ensuite acheter des wagons, acheter des locomotives et vendre les premiers billets de train ont mis du temps avant d'être vendus. Et donc, il a fallu dépenser beaucoup d'argent avant de pouvoir encaisser les premiers billets. Pour pouvoir mener ce projet à bien, il fallait beaucoup d'argent. Alors je ne sais pas, mais disons 1 milliard de francs or. Eh bien, personne n'avait d'argent à ce niveau, à cette somme-là. Et donc, le seul moyen pour pouvoir réaliser ce projet, eh bien, c'était de demander à toutes les personnes qui avaient un peu d'argent, le notaire, le pharmacien, l'agriculteur avec une grande surface de terre, enfin, toutes les autres personnes qui avaient un peu d'argent pouvaient chacune acheter une action, 1000 francs or par exemple, pour pouvoir constituer un capital d'1 milliard. Il suffisait d'1 million de personnes avec 1000 francs or pour constituer un capital d'1 milliard avec lequel on pouvait construire la ligne du chemin de fer, acheter tous les trains et faire tout ce qu'il faut, et ensuite pouvoir payer ses actionnaires
pour pouvoir les rembourser et les rémunérer de leur prise de risque. Ça, la SA est tout à fait adaptée pour ce genre de gros projet. Alors un projet plus récent, vous avez le tunnel sous la Manche qui a supposé aussi un gros investissement et donc beaucoup d'argent qui ont été investis. Mais on n'est pas dans ce contexte-là quand on est à créer une entreprise en télétravail. On va travailler chez soi, donc on n'a pas besoin d'argent, donc la SA est évidemment exclue. La SARL non plus n'est pas adaptée. La SARL est tout à fait adaptée, par exemple, quand vous voulez ouvrir une activité de bar-restaurant dans une ville, ou racheter un bar-restaurant, eh bien ça va coûter 200 000 euros. Vous avez, 30 000 euros d'épargne, vous allez devoir demander à des amis ou à de la famille de vous prêter aussi 50 000 euros, et puis derrière, vous allez voir le banquier, et vous allez lui dire, bah, écoutez, cher banquier, j'ai déjà 80 000 euros de capital, moi et des proches qui me font confiance, prêtez-moi 120 000 euros, ça fera les 200 000 qui permettront de démarrer mon activité de café-restaurant en reprenant l'ancien fonds. Très bien. Là, il faut une SARL. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs personnes qui amènent de l'argent, et la société est la forme juridique adaptée, c'est la SARL. De la même manière, si vous voulez constituer une activité de menuiserie où il va falloir acheter un bâtiment, acheter des machines, un camion, toutes ces choses-là, ça fait beaucoup d'argent, et vous avez besoin éventuellement d'emprunter auprès du banquier, et donc une SARL est un format qui va bien. Mais, encore une fois, ce n'est pas votre situation. Vous avez une situation où vous allez travailler tout seul, avec votre ordinateur que vous avez déjà, et votre téléphone que vous avez déjà. Vous n'avez besoin d'aucune forme juridique particulière. Ce qu'il faut faire, c'est devenir une entreprise individuelle. Alors, il faut savoir que l'entreprise individuelle, c'est la forme d'entreprise la plus répandue en France. C'est à peu près 3 millions de personnes sont des entreprises individuelles. Alors, ce sont les commerçants sur les marchés, ce sont les professions libérales, les médecins, les avocats, enfin, très souvent ce sont des entreprises individuelles. Alors cette entreprise individuelle, donc, c'est votre propre personne qui devient entrepreneur. Vous vous mettez à votre compte, c'est l'expression classique qu'on emploie. Alors vous avez 3 types d'entreprises individuelles en France. Vous avez les commerçants, les artisans et les professions libérales. Ce sont des entreprises individuelles. Les commerçants, comment est-ce qu'on devient commerçant? Eh bien, c'est fonction de l'activité. Vous êtes commerçant si vous achetez des choses et si vous les revendez sans transformation. L'exemple, c'est vous allez à Rungis acheter une tonne de pommes de terre et vous revendez 1000 fois 1 kg de pommes de terre. Vous l'avez acheté à 1 euro le kilo et vous le revendez à 2 euros le kilo, donc vous faites une marge de 100%, et avec ça, vous allez gagner votre vie. Vous ne transformez pas la pomme de terre, c'est toujours une pomme de terre à Rungis, et une fois qu'elle est dans le panier de la ménagère. Vous avez fait juste de la distribution de pommes de terre. Donc c'est du commerce. Vous pouvez vendre des ordinateurs, c'est du commerce, vous ne transformez pas l'ordinateur, vous ne fabriquez pas l'ordinateur, c'est du commerce. Mais ce n'est pas votre activité, vous ne vendez pas des choses, enfin la plupart des télétravailleurs vendent leurs prestations de services, ils n'achètent pas des choses pour les revendre. Mais si vous pouvez le faire, c'est parfaitement possible, et à ce moment-là, même, vous pourrez avoir une activité de commerçant, soit principale, soit accessoire, si c'est juste une petite part de votre activité. Deuxième possibilité de statut, ce sont les artisans. Les artisans, ce sont les entreprises qui achètent de la matière première, qui la transforment, souvent avec leurs mains, et qui font un produit fini. L'exemple classique, c'est le menuisier. Le menuisier, il achète des planches, et il en fait des meubles à la main, avec des outils et ses mains, et il fait un buffet ou il fait une porte. Eh bien, c'est un artisan. Autre exemple, le boulanger, il achète de la farine, il la transforme avec ses mains et des outils, et il en fait des baguettes ou des gâteaux. C'est de l'artisanat. Vous n'êtes pas artisan. Vous ne achetez pas la matière première pour la transformer en produit fini. Vous êtes la troisième catégorie, c'est-à-dire les professions libérales. Alors, les professions libérales, c'est globalement les activités intellectuelles, et c'est un peu le fourre-tout, les professions libérales. C'est tout ce qui n'est pas commerçant et tout ce qui n'est pas artisan. Et vous êtes une profession libérale, la plupart du temps, vous serez une profession libérale. Pourquoi? Parce que vous exercez une activité intellectuelle et que vous vendez des prestations de services. Alors, souvent, on est surpris de se découvrir profession libérale quand on est une secrétaire, un graphiste. Pourquoi? Parce que le mot profession
profession libérale, le vocable de profession libérale, est assimilé à un certain type de profession libérale que sont les médecins, les notaires, les avocats, les experts comptables. Ce sont aussi des professions libérales, comme vous, parce qu'ils exercent une activité intellectuelle et ils apportent des prestations de services. Mais ce sont des professions libérales particulières, elles sont réglementées. Elles sont réglementées pourquoi? Parce qu'il serait dangereux que n'importe quelle personne se dise « je suis médecin ». Si moi, demain matin, je fixe ma plaque et je dis « je suis médecin », eh bien, c'est pas bon pour la santé publique, parce que si je fais retarder des traitements à des gens qui sont vraiment malades, qui viennent me consulter et que je ne suis pas qualifié, je vais peut-être faire soit des bêtises, soit retarder tout simplement un bon traitement. Donc c'est dangereux pour la santé publique, et c'est pour ça que si je me mets à exercer la profession de médecin sans être médecin, ben je suis en train de commettre un délit, exercice illégal de la médecine, et je serai condamné. Pour pouvoir être profession libérale, pour être médecin, il faut être inscrit à l'ordre et avoir le diplôme de médecin. Pareil pour les avocats, les experts comptables, toutes ces professions libérales réglementées sont réservées à un certain type de personnes qui ont, encore une fois, le diplôme et l'inscription à l'ordre. Mais toutes les autres activités intellectuelles qui ne sont pas réglementées sont des professions libérales. Alors pourquoi ne sont-elles pas réglementées? Eh bien parce que le risque d'une mauvaise prestation est faible. Moi, je suis formateur en télétravail, et si je fais des mauvaises formations au télétravail, bon, ça ne va pas être grave, je vais perdre mes clients et finalement je vais disparaître et il n'y aura pas eu de préjudice. Si vous êtes traducteur chinois et que vous êtes un mauvais traducteur chinois, vous êtes une profession libérale, vos clients ne seront peut-être pas contents, ils ne vous repasseront pas commande et finalement vous perdrez vos clients et le marché va s'auto-réguler en éliminant les mauvais prestataires. Et c'est largement suffisant plutôt que de faire des barrières à l'entrée en fonction de diplômes, etc. On est en France beaucoup trop restrictif dans ces choses-là. Heureusement, tout le monde peut créer une entreprise de formation au télétravail, d'abord parce qu'il n'y a pas de formation, il n'y a pas de diplôme, il n'y a pas de... C'est parfaitement libre. Donc vous pouvez créer votre entreprise en profession libérale sans aucune contrainte, il faut juste être compétent dans son domaine, mais il n'y a pas besoin de diplôme particulier. Sauf si c'est des activités réglementées, mais j'exclus par définition ces activités-là qui ne sont pas des activités qu'on peut faire en télétravail. Alors une fois que vous avez compris que vous serez une profession libérale non réglementée, quel statut choisir? Eh bien là encore, vous avez du choix. Vous pourriez être profession libérale ordinaire, c'est-à-dire que vous allez à l'URSSAF, au centre de formalité des entreprises pour les professions libérales, et vous remplissez un formulaire et vous devenez profession libérale. Ça serait une mauvaise solution. Pourquoi? Parce que vous n'allez pas bénéficier du régime de l'auto-entreprise qui va vous faciliter énormément les choses et qui est la bonne méthode. La bonne solution, j'en arrive maintenant à la bonne solution, c'est de devenir entreprise individuelle, profession libérale, avec le régime de l'auto-entreprise. Le régime de l'auto-entreprise vous permet de faire les choses de façon très simple, par Internet, et surtout, le point le plus intéressant pour l'auto-entreprise, c'est que si vous créez votre entreprise, vous allez payer des charges sociales uniquement quand vous aurez fait du chiffre d'affaires et en fonction de votre chiffre d'affaires encaissé. C'est-à-dire que si vous touchez 1000 € d'un client qui vous paye, eh bien vous allez payer 23,6% de charges sociales, 236 € d'impôts et de charges sociales, et c'est tout. Mais si vous ne faites que 100 € de chiffre d'affaires, vous n'allez payer que 23 €. Et c'est un pourcentage du chiffre d'affaires encaissé. Autrement dit, vous n'aurez pas de mauvaise surprise, vous savez toujours quand vous vendez 100, vous savez que vous allez payer 23 de charges sociales. Quand vous facturez 1000, vous allez payer 230 de charges sociales. C'est un pourcentage une fois que vous avez encaissé l'argent, donc vous n'avez pas de mauvaise surprise. Et vous n'avez pas à avancer de trésorerie. Autre avantage, c'est que c'est très simple à créer. Vous pouvez créer une entreprise en auto-entreprise via Internet, c'est comme ça qu'il faut faire d'ailleurs. Et on va voir, je vous montrerai sur l'écran, comme c'est commode à faire, et je vous donnerai des conseils concrètement.